Alors les trognes, c'est pas une essence particulière, mais c'est une manière de conduire une essence, et généralement une essence feuillue, un chêne, un érable, un frêne, un saule. Et le principe de la trogne, c'est vraiment de tailler un arbre à hauteur, pour pas, probablement à l'origine, pour pas que le bétail vienne brouter les repousses. Si on fait une CP, c'est-à-dire qu'on a un taillis, qu'on taille au ras du sol, et qu'on a une pression herbivore, des cerfs, des chevreuils, des lièvres, des moutons, des chèvres, des vaches, etc., qui sont dans la parcelle, l'arbre qui repousse va systématiquement être brouté, il va disparaître. Donc c'est la forêt du paysan qui disparaît. En fait, la trogne, c'est la forêt, pour faire court, la forêt du paysan qui est à hauteur, le taillis perché, comme on l'appelle aussi. Et à chaque fois que l'on taille cet arbre, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il émet, grâce à des bourgeons cachés, qu'on appelle bourgeons dormants, bourgeons adventifs, il émet des nouvelles branches, des nouveaux rejets, qui vont être une sorte de forêt, de taillis comme ça, hors de portée de la dent du bétail. Tout le monde a plus ou moins entendu parler du saule tétard. Ben, le saule tétard, c'est une forme de trogne que l'on fait sur des saules, souvent le saule blanc, mais ça peut être d'autres saules. Et autant le tétard de saule est une trogne avec une seule tête, autant il y a plein de formes qu'on peut donner à ce type de taille, puisqu'on peut avoir plusieurs têtes, et on peut en avoir plein. Alors on appelle ça des arbres en tête de chat à ce moment-là, comme on voit des tilleuls ou des platanes en ville. Mais la trogne, c'est toujours un arbre qu'on peut considérer comme un arbre de cueillette, puisque à chaque fois qu'on taille, c'est pour recueillir le bois, le fourrage, voire les fruits ou les fleurs, dans certains cas, de l'arbre en question, et d'attendre qu'il repousse, avec des cycles de taille qui vont être d'1 an si on veut faire de la vannerie, sur les trognes d'osier plus ou moins hautes que l'on peut faire. Donc ça, c'est de la taille, je dirais, de la trogne annuelle. Et puis après, pour le fourrage, sur le frêne ou sur les ormes ou sur d'autres essences, on va être sur des cycles de 3 à 6 ans, parce que c'est là qu'on a le maximum de feuillage. Et c'est là que le feuillage est le plus appétant pour le bétail. Et puis après, sur des usages qui peuvent être des usages de fagots, par exemple, ou de charbonnette, ce petit bois qui servait à faire du charbon de bois, on était autrefois dans les beaux ruraux sur des cycles tous les 9 ans, souvent, de taille, parce qu'on ne taillait pas à la tronçonneuse, évidemment, à ces périodes-là. Et puis, ça va sur des cycles plus longs. Par exemple, le peuplier noir en Aragon, en Espagne, on était sur des cycles de 12 à 15 ans, et là, c'était pour faire du bois de charpente. Des chevrons, des poutres, des solives. C'était ce bois-là qu'on retrouve dans l'habitat ancien de l'Aragon. Le long des rivières, il y a partout ces peupliers noirs en trogne, les chopo cabecero, comme ils les appellent, qui étaient utilisés pour l'habitat, mais pas seulement. Parce que la trogne n'a jamais d'usage unique. Et ça aussi qui est fascinant chez cet arbre, c'est que là, si on prend le cas de l'Aragon, ça servait pour ce bois de charpente, ça servait comme bois de menuiserie, ça servait comme bois de fagot, ça servait comme fourrage. Et puis l'arbre, il pouvait être aussi servir de borne. Et si on prend le cas des forêts de trogne du Pays Basque sur les hêtres et les chênes, là on avait une fonction production de glands ou de faine, les fruits du hêtre, pour les cochons, pour engraisser les cochons. On avait production de charbon de bois, avant le charbon minéral amené par le chemin de fer pour les centres sidérurgiques. Charbon de bois transporté à dos d'âne sur ces lieux qui en avaient besoin. Et puis c'était aussi, avec la forme particulière de ces arbres en pied de marmite, en chandelier, bois courbe pour la marine. Donc chaque arbre, chaque trogne a toujours plusieurs usages. Donc ça aussi, c'est beau dans cet arbre, c'est que c'est jamais un usage unique, et puis c'est un usage qui
peut évoluer. La trogne, à un moment donné, comme dans le marais Poitevin, elle peut être très basse sur les terrets du marais Poitevin parce qu'il n'y a pas de bétail qui vient sur la parcelle. On fait des mini-trognes qu'on va récolter pour faire du bois de chauffage qu'on va exporter dans les villes alentours du marais Poitevin, La Rochelle, Niort, Rochefort et compagnie. C'est transporté en barque. Et puis le jour où on met des vaches dans cette parcelle-là, on élimine les trognes centrales parce qu'on transforme l'espace en pâturage et on conserve les trognes latérales mais on les rehausse. C'est-à-dire qu'on a des arbres qui peuvent être à géométrie variable. Donc on est toujours dans un système dynamique et c'est ça aussi qui rend ces arbres fascinants, cette possibilité d'évoluer dans les besoins, dans les ressources qu'ils peuvent apporter. Donc on est là encore aussi dans une vision de l'arbre qui n'est pas figée. C'est vraiment la trogne, c'est l'arbre. Ouais, c'est ça, complètement. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça veut dire qu'on n'est pas sur l'arbre toute la noblesse. Ça n'enlève rien à la noblesse de l'arbre géré en futaie qui va faire du bois magnifique pour du bois de déroulage, du bois de tranchage ou du bois de mérin pour les fûts qu'on gère, qui n'est pas un arbre dans une évolution naturelle puisqu'on volontairement on l'a contraint à pousser très haut, très lentement, contraint par le houppier, contraint par les racines. Non, on est dans un arbre, donc on garde le tronc en permanence. Ça aussi, c'est une pérennité de l'arbre quelque part, avec la biodiversité qui s'enrichit avec le temps au sein de cet arbre. Mais on est dans une cueillette régulière d'un arbre, et cueillette dont les usages peuvent changer et qui peuvent aussi changer la forme de l'arbre. En renouvellement. Peut-être que vous allez me dire que je vais me la jouer écolo dans ce que je vais dire, allez-y, oui, mais celui qu'on a laissé faire, ouais. Il vit sa belle vie Ouais. et donc il se repose sur ses lauriers. Tandis que celui-là, on le fait souffrir, il a envie de vivre, alors il faut qu'il reparte. Non, mais c'est intéressant. Mais il faut bien que... J'avais pas encore entendu le terme souffrir. Non, mais... Il a envie de... Non, mais on se dit, il a envie de vivre, donc oui. il se démultiplie. Oui. Alors non, mais ce que vous dites est tout à fait vrai et intéressant. C'est plutôt le terme souffrir que j'enlèverai du vocabulaire. Parce que il faut lire Francis Allais à ce propos-là. Enfin, je veux dire, la souffrance chez les plantes, chez les arbres, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, on fait d'anthropomorphisme en disant ça. L'arbre, il a une physiologie complètement différente de la nôtre. Il vit déjà par sa peau, par son extérieur. L'arbre creux, c'est pas un problème. Nous, on nous enlève le cœur, c'est un gros problème. Même très très gros. L'arbre, il vit complètement différemment de nous. C'est même, considère même que c'est une essence colonière, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mondes sur un même arbre. Faut pas se l'imaginer comme un être, non, on peut pas, animal, on peut pas se mettre la vie de la Moi, j'avais la sensation des fois aussi que quand on le coupe, comme on crée des plaies, des fois il y a quand même l'humidité, on voit plein de trucs quand même qui pourrissent. Ah oui, mais ça c'est très bien. Bon, on va aller voir plus loin. Marchons un peu. Mais il a amorcé des réponses qui sont intéressantes. Alors là, il y a une... Alors, qu'est-ce que je vais sortir d'abord? Quelques dessins sur les trognes. Je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Alors, des dessins de trognes, il y en a des centaines, hein, de toute nature. Les croquis de terrain, comme celui-là, qui était fait à Bourset, une trogne de chêne. Ça, c'est du peuplier noir. Ça, c'est un dessin pour une aquarelle pour montrer un aperçu de la biodiversité potentielle d'une trogne, avec les oiseaux, chouettes chevêches, pigeons colombins, les anges bleus, enfin haute mésange, moineaux friqués. Rosalie des Alpes. La rosalie, le pic-prune, la belette, le hérisson, la grenouille agile, la petite tortue. Non, alors l'aspect biodiversité
Et vraiment, l'élément, on ne fait pas des trognes pour de la biodiversité. On fait des trognes parce qu'il y a un usage qu'on recherche de l'arbre. La biodiversité vient, je veux dire, en cadeau, en définitive, suite à ces tailles, parce que ce qui se passe, c'est déjà la conservation du tronc, comme on l'a dit, c'est les circonvulations de ce tronc lui-même aussi qui va se complexifier avec le temps, et puis c'est les cavités qui sont permises par la succession des tailles. On a des bourrelets qui se forment, au milieu de ces bourrelets il y a des cavités qui se développent, sur la tête de l'arbre des cavités aussi. On a du terreau qui va s'installer aussi au creux de cet arbre, parce que le bois du cœur de l'arbre c'est du bois mort qui finit par se décomposer avec l'eau, les champignons, les bactéries, etc. Et ça va être des milieux propices et extrêmement importants pour certaines espèces qui sont devenues archi rares. Beaucoup de gens connaissent le pic-prune, hein, cet insecte emblématique protégé par la Convention de Berne. Eh bien lui, le pic-prune, il a besoin d'une certaine masse de terreau, d'une hygrométrie particulière de ce terreau. Et c'est un insecte qui a une possibilité de dissémination très réduite. Eh bien la répétition des trognes a permis à cet insecte de trouver un relais de ces forêts primaires où il était. Donc les trognes, c'est aussi quelque part des forêts primaires qui sont là, qui se perpétuent, l'air de rien, quoi. Et alors c'est ça, c'est les oiseaux cavernicoles bien sûr qui vont nicher, et puis c'est tout un monde en fait avec des cavités qui vont évoluer, là encore qui ne sont pas fixes, d'où l'intérêt d'avoir des trognes renouvelées en série, parce qu'une cavité, à un moment favorable à tel ou tel animal, ne va plus l'être, eh bien il faut falloir qu'il trouve un autre arbre ou une autre cavité qui va lui permettre de continuer à survivre dans la région, dans le lieu où il est, quoi. Et ça, c'est aussi intéressant de le voir toujours, non pas comme un monde figé, mais toujours un monde en dynamique, en renouvellement, quoi. Renouvellement lié aux usages de l'arbre. Et c'est là où il y a eu rupture avec l'arbre qui disparaît en même temps que disparaissent les paysans en définitive, et en même temps qu'arrivent les énergies fossiles et la mécanisation. C'est-à-dire que là, il y a, tout le monde connaît ça, mais il y a un drame terrible, hein, c'est cette destruction colossale du bocage dont on ne parle pas assez. C'est des centaines de milliers de kilomètres, des millions d'arbres, des millions et des millions d'arbres, et des millions de trognes qui disparaissent, qui sont rayés de la carte, avec tout ce que ça pouvait accueillir de vie, avec le cortège bien sûr au niveau du sol, ces jardins aériens que pouvaient être aussi ces arbres, parce que dans le terreau, il pousse également des plantes. Donc ça aussi, on l'oublie. Alors, où est-ce qu'on est? Alors ici, on arrive à un étage où se racontent beaucoup de choses. La première peut-être, c'est ce témoignage d'un paysage disparu, paysage de bocage avec ces trognes qui ont été brûlées pour l'agrandissement des parcelles, la disparition de l'élevage, la monoculture céréalière, le drainage. On est dans le Perche avec cette évolution dramatique du paysage où on fait table rase de plusieurs siècles de construction paysanne. Et ces morceaux de bois brûlés, moi je les vois aussi comme des sculptures assez dramatiques, mais des sculptures qui sont les témoins de lieux particuliers, puisque sur les ardoises, là, sont inscrits les lieux-dits où j'ai récupéré ces morceaux, ces charbons de bois de Trogne. Et à chaque fois que j'ai récupéré une partie de ces trognes, j'ai en même temps réalisé des images, des diapositives. Et sur la vitre, on a ici l'agrandissement d'une diapositive, d'une trogne qui a été récupérée dans un des hameaux du Perche vendômois où j'habite. Comme on peut le voir, cet arbre qui pousse à l'intérieur de ce gros chêne, eh ben c'est un hou. Et oui, il a poussé à l'intérieur du chêne.
On s'étonne aujourd'hui de la chute du monde des insectes, mais cette disparition de ce maillage bocager est aussi une explication de cet appauvrissement, où il n'y a plus de relais, où il n'y a plus de continuité, de liaison, parce que le maillage a cette qualité fabuleuse de créer des liens. Aujourd'hui, un batracien, une salamandre qui se trouve dans un îlot de bocage au milieu d'une immense plaine céréalière, c'est un animal qui est condamné, parce qu'il ne pourra jamais traverser cet immense territoire. Donc c'est tout ça qu'apportait le bocage et qu'apportait le plus que sont les trognes par rapport à l'abri de la vie, quoi. Mais bien sûr, à cet état, je ne voulais pas en rester sur ce côté noir, je dirais, de l'évolution du paysage, mais bien d'aller vers une dynamique qui est celle de la recréation, avec tout ce qui se passe dans le cadre de l'agroforesterie, du retour des trognes, avec cette installation faite à partir d'arbres qui ont été prélevés dans un petit bois à côté, mais d'arbres dont on a fait des trognes. C'est-à-dire que les morceaux de bois qui sont là sont en fait des morceaux d'arbres qui vont devenir des trognes et qui vont continuer à produire. Alors, à produire avec des cycles réguliers comme le sont les trognes. Si bien que ces troncs de frêne et de chêne, et il y a aussi de l'aubépine qui sont installés ici, qui ont été écorcés avec des équipes de bénévoles, sont là pour reformer un tronc de trogne. Par exemple, la trogne qui a été formée ici, et qui fait plusieurs mètres de circonférence, est moins grosse que certaines trognes de la région. C'est dire que ces arbres, en étant taillés, sont aussi des arbres qui vont devenir plus âgés que s'ils n'avaient pas été taillés. Et ça, c'est un paradoxe qui surprend souvent les gens, qui voient quelquefois ces arbres comme des arbres mutilés. En fait, ce sont des arbres qui à chaque fois renaissent, retrouvent une jeunesse et qui peuvent ainsi vivre pendant des siècles, voire pour certains d'entre eux plus de 1000 ans.